Bonjour, je suis très heureux et très honoré de vous retrouver et de me retrouver par la magie d'Internet ainsi à Brest pour ce grand rendez-vous annuel des géopolitiques de Brest. Et très heureux aussi à mon tour de vous accueillir en Asie du Sud-Est, ici à Singapour, mais notamment pour parler de l'archipel malais, dont nous allons étudier donc cette relation avec la Chine. Euh, Est-ce que c'est la Chine et l'archipel malais, la Chine avec l'archipel malais, la Chine vis-à-vis de l'archipel malais, la Chine contre l'archipel malais? Justement, ça va être toute la question. D'où l'idée de ces deux images de Wayang Kulit pour essayer de changer de la perspective, puisque je ne suis pas sinologue, et donc on va essayer d'aborder le sujet de la Chine et le monde par un biais différent depuis le monde, en l'occurrence le monde malais. Alors, vous voyez là, un premier cercle noir, c'est ce qu'on appelle côté chinois le Nanyang, donc cette mer de Chine du Sud qui vient flotter jusqu'à l'Asie du Sud-Est. L'archipel malais, c'est en référence à Wallace, hein, Malay Archipelago, donc quand il avait voyagé dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Indonésie, Malaisie, aux Philippines. Donc, parce que monde malais, c'est un peu différent. Parfois, on n'inclut pas les Philippines. Mais donc, vous voyez, grosso modo, au carrefour des deux, on va donc se préoccuper de Malaisie, Indonésie, Philippines essentiellement, parce que la France a des partenariats stratégiques avec la Malaisie, aussi avec l'Indonésie, même si ça a été parfois un peu plus poussif, où on a mis plus de temps à pénétrer l'archipel et aussi le marché de l'industrie de défense. En parlant de l'industrie de défense, la France était le troisième fournisseur d'armes entre 1999 et 2018. Sur la période 2014-2018, elle était cinquième, mais vous avez aujourd'hui les Philippines qui constituent aussi un nouveau front pionnier, donc puisqu'après les frégates à Singapour, les sous-marins aussi en Malaisie, on parlait de sous-marins aux Philippines. Bon, là, il faudra voir après, ensuite avec le Covid. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a un vrai intérêt sur l'Asie du Sud-Est. Il y avait eu des rapports parlementaires qui invitaient à se replonger sur l'Asie du Sud-Est. La mission Jeanne d'Arc traverse régulièrement les détroits malais. Donc voilà, donc c'était intéressant de prendre cette zone et de la confronter à la Chine. Voilà pour ce qui est de la zone. Ensuite, du pourquoi. Quant au quand, la question de la période, on est effectivement dans une pré-post-Covid, on commence à réfléchir sur l'après-Covid, donc sur cette idée de post-post-guerre froide quelque part, c'est-à-dire quand après la guerre froide, la poussière retombe et on va commencer à y voir plus clair, les nouvelles lignes et les grandes tendances se dessiner, et même avec cette idée de post-post-colonialisme, c'est-à-dire des pays qui vraiment coupent le cordon et essayent de tourner la page. Quoi, je le voyais pour Singapour, c'était peut-être moins le cas dans d'autres pays. Donc voilà, donc c'est un peu l'état d'esprit du moment. Et donc, qui rentre en scène, c'est forcément la Chine, le grand acteur. Donc, on va essayer de voir souvent, il y a cette idée de est-ce que la Chine, d'où ces images, parce que c'est pas simple de parler de la Chine avec toutes les, et ça date, vous voyez, déjà Guillaume II, là, qui avertissait ses voisins du péril chinois, Jean-Yann s'en moquait, mais bon, le péril jaune, ça reste une réalité. Même plus récemment, hein, vous vous rappelez avec cette idée de collier de perles, tout le long de l'océan Indien, qui est en fait une construction, une invention d'un think tank américain. Donc c'est pas simple. On parlait d'impérialisme ou alors de visée simplement régionaliste, peut-être comme première phase pour une ambition plus mondiale, ou alors d'hégémonie bienveillante, écho des relations tributaires. Bon, tout ça est bien compliqué. Donc par, du point de vue des États sud-est asiatiques, nous, on va plutôt se demander si effectivement les États, comment réagissent-ils? C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt suiviste, c'est-à-dire bandwagoning, est-ce qu'on va suivre la Chine presque aveuglément? Est-ce qu'on va être plutôt dans le balancing, c'est-à-dire essayer de faire contrepoids, de réagir? Ou est-ce qu'on va être thèse, antithèse, synthèse, et ça sera le troisième point, essayer de trouver une voie de sortie. Donc voilà, donc dans un premier temps, déjà, cette tentation chinoise, donc cette idée de suivre la Chine, de raccrocher au wagon, ou plutôt à la locomotive chinoise, des intérêts convergents
parce que vous aviez donc cette idée de surcapacité dans les usines chinoises, aussi des travailleurs à occuper, et en même temps vous avez en Asie du Sud-Est ce besoin en infrastructure pour faire redémarrer l'économie, mais aussi parfois à plus court terme pour gagner des élections locales. En Indonésie, vous aviez le PMD, Poros Maritim Dunia, c'est le Global Maritime Fulcrum, ou Axis, enfin bref, c'est le pivot maritime mondial. Donc c'était redonner à l'Indonésie une identité maritime, parce qu'on est quand même dans le panel sur la mer, donc il faut essayer que je cible. Et donc les investissements chinois dans ce cadre-là étaient tout à fait les bienvenus euh, pour essayer justement de concrétiser ce projet. Donc il y avait vraiment une rencontre d'intérêt. Et puis il y avait aussi du fait du vaccin, hein, l'Asie du Sud-Est, difficile d'avoir des chiffres, mais a été touchée au point que les armées ont repris la main. Il y avait eu un très bon article d'un certain Abouza, EBUZA, pour voir comment les élites militaires essayaient de reprendre la main. Jokowi, le président indonésien, donc Joko Widodo dit Jokowi, avait dû même faire un remaniement. Il n'était pas content des performances de ses ministres, comment le Covid avait été géré. Et en même temps, la Chine a besoin, pas de se racheter une conduite, mais de faire oublier d'où est parti le vaccin. Et c'est ainsi que vous avez eu 40 1000 tonnes de matériel qui sont arrivés très vite, médical, qui sont arrivés très vite en Indonésie. Bandung, une ville de Java, donc en Indonésie, elle s'est proposée comme centre de test. L'Indonésie comme hub pour la production du vaccin. Et, euh, et donc on retrouve nos pays là, et notamment l'Indonésie, vous voyez, comme première destination en termes de BRI, donc de la Belt and Road Initiative, donc la destination des investissements. Alors je vais m'effacer pour les slides suivants. Ah non mais ça va pas être possible. Mais ensuite, c'est le Vietnam, donc que je cache, et puis le Cambodge et la Malaisie, vous voyez, qui est quatrième. On reparlera plus tard du cas des Philippines parce qu'il y a justement, c'est intéressant, un grand écart entre les attentes et puis finalement les investissements. Alors, par quel canal? Justement, je parlais de cette BRI. C'est le premier canal pour tendre les liens, pour tisser les liens entre la Chine et nos pays d'Asie du Sud-Est. Donc, on l'a vu sur le précédent slide. Il y a aussi l'accord commercial qui vient d'être signé, où les 10 pays de l'ASEAN, donc Association des Nations d'Asie du Sud-Est, sont partie prenante et même presque à l'origine de ce projet. Alors, à signaler et c'est souvent avec les interlocuteurs avec qui on parle le signal, c'est difficile parce que parfois est-ce que ces investissements ou est-ce que ces projets, ces programmes sont le fait de Pékin? Est-ce qu'ils sont le fait de provinces? Je pense notamment, c'est pas notre cas ici, mais en Asie du Sud-Est continentale, des provinces frontalières. Est-ce que c'est le cas aussi de groupes économiques qui peuvent avoir une certaine autonomie par rapport au pouvoir central? J'ai cette question sinologue, mais bon, c'est bien de le préciser. Dans les pays ciblés, alors là aussi c'est intéressant, on est plus sur des relations finalement personnelles que sur cette communauté, cette diaspora dont on fait écho très souvent. En Indonésie, elle est déjà très faible, hein, des pourcentages vraiment vraiment minimes. Et puis surtout, elle a fait l'effort, cette communauté chinoise, souvent de s'intégrer, même de changer de nom parfois. Et puis en Malaisie aussi, c'était intéressant parce que finalement, le petit commerçant chinois malaisien voyait d'un mauvais œil ces accords qui étaient signés à l'échelon ministériel et qui finalement privilégiaient des grands groupes plutôt qu'eux. Et puis, deuxièmement, pour cette communauté chinoise en Malaisie, elle le voyait d'un mauvais œil parce qu'elle se disait mince, on va encore être entre le marteau et l'enclume, quoi, en porte-à-faux, c'est-à-dire on va croire on agit pour la Chine, en fait, on est tout à fait malaisien. Donc voilà, donc ça les mettait plutôt mal à l'aise, alors qu'en revanche, vous avez eu au niveau des élites, vous avez par exemple Luhut, qui est l'homme fort qui chuchote à l'oreille du président indonésien et qui fait office de tête de pont pour les intérêts chinois. Là, il recevait récemment, cet automne, le ministre des Affaires étrangères chinois.
Vous aviez aussi, c'était intéressant de voir comment euh, le parti chinois en Malaisie, mais celui qui était anciennement au pouvoir, essayait de s'acoquiner et de faire valoir ses relations avec la Chine, comme vous voyez sur la photo en bas. Et vous aviez même l'ambassadeur qui, lui, était intervenu, son intervention dans une des routes très commerçantes de Kuala Lumpur, Petani Street, et en amont d'une manifestation aux accents très pro-malais, avait fait grincer les dents comme quoi il y avait une ingérence chinoise dans les affaires politiques malaisiennes, plus des financements à des écoles primaires chinoises en Malaisie. Donc voilà, donc c'est plutôt par ce biais-là. Alors ça, c'est effectivement cette tentation de suivre l'acteur émergent chinois. Ensuite, le problème, c'est que il y a cette tentation du balancing, au contraire de faire front. Pourquoi? Parce que tout n'est pas si simple. Déjà, il y a eu souvent un mauvais service après-vente. C'était 2004, il faut que je vérifie, et 2005 et 2014, voilà, uniquement 7% des promesses d'investissement ont été tenues en Indonésie. En plus, vous aviez eu justement construction, par exemple, de euh, centrales au charbon qui se sont révélées de très mauvaise qualité. D'autres programmes d'infrastructure, notamment dans le transport autour de Jakarta, se sont mal passés ou ne se passent aussi pas aussi bien que prévu. Donc voilà, finalement, tout n'est pas si rose. Et puis surtout, c'est le problème des ingérences territoriales, puisque c'est tout le problème de la mer de Chine du Sud. Alors, on pourrait les prendre un par un, mais Malaisie, mais je pense que ça sera évoqué dans d'autres cas, mais Malaisie, Philippines, donc là, c'est des disputes autour vraiment d'îlots et de récifs. C'est intéressant, la photo, là. Quand la Malaisie, en 1983, parlait d'un récif, elle avait envoyé ses troupes spéciales, puis finalement, magie du droit de la mer, elle s'est rendue compte que c'était pas plus mal si c'était une île, et c'est devenu depuis une île qui s'est d'ailleurs agrandie pour pouvoir revendiquer de la ZEE, de la zone économique exclusive, etc. Et donc Malaisie et Philippines sont souvent l'objet de visites, de harcèlement, de patrouilles, alors souvent vous en avez une présentation là-dessus de coques blanches, voire de milices chinoises. L'Indonésie c'est différent. Euh, Puisqu'on est là dans les îles Natuna, euh, et que la Chine ne revendique pas l'île, mais revendique une partie de la ZE qui en dépend, en parlant de zone historique de pêche. Donc, et là, forcément, on touche au territoire. Et donc, il y a des réactions à terre et en mer. Alors, à terre, il y a un discours souverainiste, notamment pendant la campagne présidentielle en Indonésie. Vous avez eu Prabowo qui avait un peu défié et poussé dans ses retranchements Jokowi avec des accents populo-souverainistes. Et Jokowi avait embrayé, notamment après plusieurs clashs au large des Natuna. La ministre des Affaires, des Pêches, entre 2014 et 2019, avait lancé la chasse aux pêcheurs illégaux, mais elle avait commencé à toucher aux pêcheurs chinois, et donc dès qu'il y avait des pêcheurs interpellés, l'idée c'était de les faire exploser. Alors parfois en rajoutant un peu de dynamite pour que ça fasse un peu mieux de voir à l'écran. Mais voilà, mais donc il y avait eu ensuite des embrouilles au sein du gouvernement parce que Lou ne voulait pas qu'on cible trop les Chinois. Elle était dans la défense du territoire. Toujours est-il qu'en fin de compte, en mer, il y a eu des traductions. Alors, pas autant avec des coques grises et donc la marine, par peur de l'escalade, par manque de moyens aussi. Je passerai pas sur les critères d'achat et d'acquisition dans ces pays-là. Il y a des problèmes de corruption, de commission, de prestige, plus que de besoins rationnels. Une étude d'Evan Laxmana, Laksmana, qui cherchait les drivers, ce qui me motivait les acquisitions, disait mais c'est pas forcément en fait, c'est pas forcément la Chine, mais souvent c'est l'âge des équipements très anciens qu'il faut renouveler parce qu'il y a eu le problème de l'embargo américain par exemple en Indonésie. Et puis vous voyez tout bêtement la baisse des moyens. Et même quand on compare par rapport au PIB, donc parfois je sais qu'en France ou autre on s'estime
pas favorisé. Mais vous voyez, là, on est limite en dessous de 1%. Et donc, pour faire face à ce problème, il y a ce qu'une ONG m'avait parlé de coastguardisation, c'est-à-dire cette tendance à développer les gardes-côtes. Alors, c'est ainsi que vous avez en Malaisie la MMEA, Malaysian Maritime Enforcement Agency, qui devait tout coordonner, mais en fait, elle vient s'ajouter au millefeuille quoi, plutôt dans ce sens, le millefeuille administratif, avec la police et l'armée. Vous avez les gardes-côtes philippins qui essayent de travailler davantage main dans la main avec la marine, mais d'ailleurs, il y a plus de gardes-côtes que de marins, et le gouvernement, sous la présidence de Duterte, met l'accent sur ces gardes-côtes qui ont notamment une diplomatie navale très très active avec des accords dans tous les pays, dans de nombreux pays, notamment avec le Japon par exemple, mais surtout la Chine, puisqu'il y avait eu des visites des gardes-côtes chinois aux Philippines. Il avait été question d'un officier de liaison des gardes-côtes philippins à Pékin, finalement ça n'a pas été fait. Voilà, mais il y a eu des liens très étroits. Et le Bakamla, qui lui est pas prêt d'envoyer des officiers de liaison, qui était au contraire sur la ligne de front dans les îles, au large des îles Natuna, quand il y avait donc ces gardes-côtes chinois et ces pêcheurs ou milices chinoises. Et le Bakamla, donc là c'est ce que le schéma, ce qu'essayait d'expliquer le schéma, c'est parce qu'on a quand même une douzaine d'agences en Indonésie. Mais alors qui fait quoi? Alors certains essayent de rationaliser ça, de découper, voilà, telle agence dans telle zone, telle agence dans telle zone, le Bakamla dans toutes les zones. Enfin bref, c'est tout à fait désordonné pour rester poli et il se cherche un peu et on en parlera plus tard mais c'est là où l'action de l'État en mer aurait peut-être quelque chose de pertinent à proposer. Thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire j'ai retrouvé parce que souvent là, ces diapositives là prolongent des notes qui avaient été rédigées par le passé. Et j'en relisais une qui expliquait que notamment dans le cas de la Malaisie, il y avait trois, quatre experts. Certains disaient oui, c'est clair, la Malaisie, bandwagoning, suit la Chine. Hein. L'autre qui disait c'est clair, et bien sûr la Malaisie est dans une dynamique de balancing. L'autre qui disait mais non, c'est le hedging. Alors le hedging, il faut savoir, le hedging c'est l'idée de mettre de répartition des risques, de mettre tous ses œufs dans de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et donc d'être copain avec tout le monde et grosso modo d'être copain avec un peu la Chine, un peu les États-Unis. L'idée, moi j'ai donc l'impression qu'il faudrait aller un peu au-delà, vu que personne n'arrive à s'entendre, et que finalement, après être passé du soit Chine, soit États-Unis au moment de la guerre froide, après il y a eu le à la fois et, parce que c'était le hedging, donc à la fois États-Unis, à la fois Chine, se mettre personne à dos. Est-ce qu'on serait pas là dans le ni-ni, c'est-à-dire bah écoutez, disputez-vous, parce qu'on est là dans le cas du conflit sino-américain, et puis nous, bah, on va aller vivre notre vie parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ce que je vous disais, cette idée de post-guerre froide, de pré-post-Covid, il y a autre chose qui se passe. Et c'est en cela que donc les pays, il y avait un papier de l'Institut Brookings aux États-Unis qui disait on ne veut pas avoir à choisir. Et c'était la teneur des discours du Shangri-La Dialogue, c'est une grande messe stratégique, vous avez des experts et des ministres ou premiers ministres qui interviennent. Et c'était la grande tendance pas cette année, il n'y en a pas eu en 2020, mais en 2019. Grande tendance aussi pendant les sommets de l'ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est, de dire, non, il y a même un vice-ministre de la Défense malaisien avait parlé dans cette interview-là, de troisième voie. Et donc c'est ça, on ne veut pas choisir. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi mal à l'aise avec le Quad. Le Quad, c'est cet accord trilatéral, plus ou moins informel, hein. C'est pas une alliance au sens strict, mais quand même, on n'est pas loin de l'alliance Canada Dry qui ressemble sans en être vraiment. Et ou en tout cas, du point de vue des États d'Asie du Sud-Est, c'est trop exclusif à trop exclure la Chine. Donc ils sont assez mal à l'aise avec cette notion-là.
Et donc là, il va falloir suivre cette nouvelle génération de dirigeants, d'électeurs. Bon, Duterte à la fin d'un mandat, il va y en avoir un autre. Mais déjà, lui, il y avait une rupture avec son prédécesseur, Benigno Aquino, qui était très pro-US. Duterte a commencé très proche de la Chine. Cette année, on ne sait pas pourquoi, il se rapproche des États-Unis. Jokowi, bah, vous voyez, il y avait un nouvel espoir, un peu déçu, mais une chose est sûre, et c'est ce qu'illustre Jokowi, Retno aussi, sa ministre des Affaires étrangères, c'est que Jokowi était vendeur de meubles et maire d'une petite, à l'échelle indonésienne, petite ville de province. En tout cas, les affaires étrangères, c'est pas son affaire. Et Wanandi, Youssouf Wanandi, que je croyais tranquille à la retraite, c'est un ponte des relations internationales en Asie du Sud-Est. J'ai pu assister à un séminaire il y a pas longtemps. Il disait oubliez tout, c'était sur la sécurité maritime, oubliez sécurité maritime, etc. Non, non, non. Le problème là, c'est le Covid. Et c'est la situation économique. Donc, ça rejoint ce que me disait aussi Shariman Lokman, j'allais dire le Kolinko malaisien, comme Evan Laxmana et le Kolinko indonésien, mais tous les trois sont de brillants chercheurs chacun dans leur pays, mais sur la région. Non, et qui disait non, mais il faut pas essayer de voir une quelconque rationalité dans tout cela. Il n'y a pas de grande stratégie ou quoi, et il n'y a même pas de sensibilité à ces questions. Peut-être dans les think tanks, mais pas tellement ailleurs. Donc c'est pour ça, faut vraiment qu'on prenne du recul et qu'on se dise, bah, on va revenir à une diplomatie peut-être simplement économique. Le Covid redistribue les cartes. Le problème pour l'instant, c'est les vaccins, c'est les tests, rien de plus. Et puis donc, à voir ce que la nouvelle génération d'électeurs réclamera à l'avenir. Alors, l'élément d'alternative, c'est quoi? C'est intéressant parce que c'est vu de chez nous et vu de chez eux presque. Vu de chez nous, on pourrait dire bah tiens, s'il n'y a plus les grandes puissances, c'est peut-être l'heure des puissances de second rang. France, avec la mission Jeanne d'Arc, vous voyez, c'est intéressant. Là, c'était tous les déploiements de bâtiments de la Marine nationale en 2017, 16-17, et je ne sais pas 18. Ça m'ennuie, je voulais enlever cette image, mais je peux l'enlever. Euh, donc les puissances de second rang, ou alors, et c'est là où c'est toute la veine Bertrand Badi, mais cette idée peut-être que justement, comme on est, voilà, l'hégémonie contestée, alors lui il n'avait pas le même regard sur la Chine qui, disait-il, n'a pas de visée messianique. À voir, moi j'ai assisté à des conférences, c'était où bah, c'était à Tahiti, merveilleux, mais aussi à La Réunion, parce que vraiment donc vision indo-pacifique, où il y avait vraiment un discours sur le confucianisme, ses valeurs, etc. Donc il y avait quand même des valeurs à transmettre, mais voilà. Et est-ce que c'est pas le Sud qui reprendrait la main? Alors pas via l'ASEAN, vous voyez cette caricature des dirigeants de l'ASEAN. Vous voyez le logo derrière, c'est intéressant, c'est des gerbes de riz en fait, ensemble, mais qui ne sont pas liées entre elles. Donc, souffler dessus et vroom, ça s'éparpille. Mais plus, vous voyez, donc à l'échelle, moi je dirais Indo-Pacifique en fait, parce que vous avez des ou minilatérales sur des questions très précises, les trois de Malacca, mer de Sulu, ou alors même entre deux régions, c'est-à-dire le CTI, c'est l'initiative du triangle de corail. Donc sur la question environnementale du corail, ben voilà, vous avez eu plusieurs pays qui se sont mis d'accord entre Asie du Sud-Est et Pacifique Sud. Vous avez des accords aussi entre quelques pays d'Asie du Sud, quelques pays d'Asie du Sud-Est. Donc quand j'étais allé à la Réunion, je voyais des connexions possibles entre ce qu'ils appelaient l'Indo-Océanie, donc l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, donc c'est autant de choses à, à creuser. Et donc en conclusion, voilà, bah, apprenons l'humilité, pas de réponse définitive, si ce n'est que là, c'est Edgar Morin qui parlait et qui vantait les mérites de la pensée complexe, parce qu'il faut basculer, ben, changer les échelles géographiques, de temps aussi, et puis les disciplines, de l'économie au militaire, en passant par la sociologie électorale même parfois. Et puis, vous aurez bien vu qu'il manquait deux pays clés. Alors pendant les questions, on pourra en parler si vous voulez. Alors le Vietnam, je suis pas expert, mais il vient d'avoir le congrès du Parti communiste. Ils étaient à la manœuvre en 2020 de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est. Certains pays comme la Malaisie qui avait été qualifiée de quiet actor, c'est-à-dire un peu en retrait, genre débrouillez-vous avec la Chine, nous on interviendra plus tard. Espérer que le Vietnam puisse faire tampon ou se mettre en première ligne. Et finalement, en tant que chair de l'ASEAN, on est parti sur d'autres questions, mais
la mer de Chine du Sud n'a pas été un sujet aussi brûlant qu'il aurait pu l'être. Et puis Singapour, passionnant, parce qu'on a quand même 74% de Chinois. On a Lee Kuan Yew qui a été séduit par Deng Xiaoping, qui a été le chantre des valeurs asiatiques dans les années 90. Et là, récemment, il y avait une poussée chinoise, à un appel à venir retrouver les racines en Chine, d'où une réaction de certains en Singapour pour mettre en valeur la spécificité de l'identité singapourienne. Donc voilà, donc c'est toute cette question de l'identité sud-est asiatique, du sud, indo-pacifique, et à voir si la Chine ne pourra pas faire office de catalyseur. Voilà, j'espère ne pas avoir été très long, et puis à très vite pour les questions. Merci.